Dans notre dernière aventure, Edward Taylor a tenté de remonter aux origines de l'âme. Aujourd'hui, notre expédition part d'une scène bien plus concrète, d'un véritable cold case de l'histoire. Une coutume réelle, attestée par les auteurs de l'Antiquité romaine, mais si étrange et si brutale qu'elle a hanté l'un des plus grands esprits de son temps. Notre aventure commence non pas avec une idée, mais avec une image. Imaginez un bois sombre et sacré dans l'Italie antique, près du lac de Nemi. Un lieu craint et respecté. Au cœur de ce bois, un homme se tient, une épée à la main. Il est le prêtre de la déesse Diane et il porte le titre de Rex Nemorensis, le roi du bois. Mais c'est un roi inquiet, car il est à la fois le gardien du sanctuaire et un prisonnier à ciel ouvert. Il a obtenu son trône en tuant son prédécesseur, et il sait qu'il mourra de la même manière. La règle, immuable, est connue de tous. Tout esclave fugitif peut venir le défier. Avant le duel, une épreuve. Pénétrer dans le bois sacré et arracher une branche unique d'un arbre mystérieux, le fameux rameau d'or. En quoi est-ce un exploit? Casser une branche semble facile, mais l'exploit n'est pas physique, il est symbolique. Cet arbre est sacré, il est tabou. Le mutiver est un sacrilège, un défi lancé à la déesse elle-même. Arracher le rameau prouve que l'on est digne, choisi par une puissance supérieure. Le rameau devient un laissez-passer magique, le symbole de la légitimité. Le prétendant armé de la branche gagne alors le droit de combattre le roi en duel. S'il le tue, il devient à son tour le nouveau roi du bois, jusqu'à ce qu'un autre, plus fort ou plus rusé, vienne l'abattre. Cette succession par le meurtre, ce rituel étrange, est le point de départ de notre enquête. Pourquoi cette règle barbare? Pourquoi fallait-il absolument arracher cette branche? Pour résoudre ce mystère, notre guide se transforme en détective de l'histoire comparée. Cet aventurier de la bibliothèque, c'est l'Écossais Sir James Fraser. Pour résoudre son énigme, Fraser doit d'abord déchiffrer le langage de la pensée primitive. Sa première grande découverte, c'est qu'il existe une grammaire, une logique derrière ce que nous appelons la magie. Il l'appelle la magie sympathique, et elle repose sur deux principes. Premier principe, la magie imitative. Le semblable produit le semblable. Pour faire tomber la pluie, on verse de l'eau. Pour nuire à un ennemi, on fabrique une poupée à son effigie. Second principe, la magie de contact. Les choses qui ont été en contact continuent à agir l'une sur l'autre. Voilà pourquoi on protège ses cheveux coupés ou ses ongles. Ils contiennent encore quelque chose de nous. Pour Fraser, la magie est une sorte de science primitive, une tentative d'expliquer et de maîtriser le monde à travers des lois, qui sont fausses. Mais elle n'est pas absurde, c'est une première étape de l'esprit humain. Dans sa grande fresque, Fraser imagine une évolution linéaire. Magie, religion, science. La magie est technique mais erronée, la religion supplie les dieux, la science découvre enfin les vraies lois. Dans sa vision, l'humanité avance par paliers de rationalité. Armé de cette clé, Fraser revient à son énigme. Il compare des centaines de mythes venus d'Égypte, de Babylone, de Syrie, et découvre un motif récurrent, celui du dieu qui meurt et ressuscite. Osiris, Adonis, Dionysos, des divinités liées à la végétation, qui meurent en hiver et renaissent au printemps. Et là, il a son coup de génie. Le prêtre roi de Nemi n'est pas un simple gardien, il incarne un esprit de la nature. Sa vitalité est liée à la fertilité des champs, à la santé du bétail, à la survie de la communauté. Dès lors, la logique du meurtre devient implacable. Si le roi vieillit, s'il faiblit, alors c'est toute la nature qui dépérit. Les récoltes seront mauvaises, le peuple affamé. Il faut donc le tuer avant son déclin, transférer son âme sacrée à un successeur jeune et vigoureux. Tuer le roi n'est pas une cruauté, c'est un devoir vital.
Bien sûr, ce scénario est une reconstruction spéculative. Nous ne savons pas si les habitants de Nemi pensaient réellement ainsi. Mais pour Fraser, l'énigme est résolue. L'aventure de James Fraser est celle d'un esprit encyclopédique, bâtisseur d'une cathédrale de savoir. Aujourd'hui, son œuvre apparaît comme une magnifique ruine. Sa méthode comparatiste, arrachant les coutumes de leur contexte, est jugée non scientifique. Sa vision évolutionniste paraît trop simpliste. Mais l'héritage du rameau d'or est immense. Il a ouvert l'imagination occidentale à la richesse des mythes du monde entier. Il a inspiré Freud dans Totem et Tabou, nourri l'imaginaire poétique de T.S. Eliot dans The Wasteland et stimulé les anthropologues qui, comme Malinowski, iront sur le terrain pour tester et souvent contredire ces théories. Dans notre prochain épisode, nous quitterons l'Angleterre et ses grands collectionneurs de mythes pour traverser la Manche. En France, deux penseurs, Émile Durkheim et son neveu Marcel Mauss, vont poser une question radicalement nouvelle. Et si la clé pour comprendre ces croyances n'était pas dans la psychologie primitive, mais dans la structure de la société elle-même? D'ici là, observez nos propres rituels, nos superstitions quotidiennes. Demandez-vous quelle logique cachée se trame derrière le fait de toucher du bois ou d'éviter de passer sous une échelle. Et surtout, restez curieux.